bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de vendredi du podcast Ohana. Dernier épisode de la semaine, dernier épisode avec notre invité, mais juste avant, je salue mon ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité Bertrand Soulier. Salut Bertrand. Salut Olivier, salut Hermano. Bon Bertrand, je crois qu'on a fait un bon tour là, non seulement de toi, de ta vie de sportif, de ta découverte du minimalisme, de jusqu'où tu as poussé le minimalisme, on l'a dit, jusqu'aux Five Fingers. Et puis on a bien senti dans l'épisode d'hier que même la course barefoot, la course pieds nus, ça commence à titiller aussi un peu, non ? Oui, ça commence à me titiller. Là, je vais passer aux sandales quand je l'aurai le droit de recourir. Je pense pendant l'été, je vais courir une petite partie de l'année en sandales. Attends, et quand tu parles de sandales, c'est quoi comme type de sandales du coup ? C'est des sandales spéciales de running ? Oui, exactement. Donc, il y a une marque... alors, il y a plusieurs marques qui sont connues, mais moi, je passerai chez Panta Sandales, qui est une marque hollandaise, qui fait des sandales. Alors, il y a des sandales qui sont adaptées à des terrains trail, des sandales route, des sandales même adaptées au swimrun. Avec des semelles, elles sont plus amphibies. Donc dessus il y a une lanière, il y a deux attaches de lanière différentes, voilà, qui sont vraiment faites là-dedans. Donc là on pousse le minimalisme encore un cran plus. Et en fait il se retrouve que il y a quand même beaucoup de coureurs qui alternent entre des sandales, des Five Fingers, des Altra ou des équivalents d'Altra en fait, tout ce qui est zéro drop et minimalisme. Il y a une partie de l'année courir dans la neige. En sandales, il y en a qui le font. Il y en a qui ont fait l'UTMB en sandales. Il y a une partie de l'année où c'est peut-être plus agréable de courir en chaussures. Et puis je me rends compte aussi que il y a peut-être des moments où on a plus envie d'avoir un peu plus de confort et des moments où on a plus envie d'avoir les orteils à l'air. Donc je pense qu'il y aura une alternance qui va jouer là-dessus en fait. Bon, moi, pendant que je t'écoutais parler hier, je repensais quand même à un collègue de chez Société Générale quand j'étais encore à Paris, donc ça remonte à presque 15 ans. On avait couru le marathon de Paris. Moi, j'étais avec mes bonnes grosses chaussures bien maximalistes. Je talonnais bien parce que j'ai toujours beaucoup talonné jusqu'à il y a quelques années. Et mon compère à côté, lui, était pieds nus. Et je te parle de ça en 2007-2008. Moi aussi, c'est un truc qui commence à me titiller, mais de là à aller courir le marathon ou un swimrun de trail pieds nus, pas tout de suite. Agrippa 2022 revisité. Ouais, bah ce sera peut-être le défi 2023. Plutôt. Oui, mais l'an dernier, on a couru le swimrun. Moi, j'ai couru le swimrun avec les Five Fingers. Et t'as vu comme ça descendait bien dans les descentes. Ouais, ça descendait bien, mais... Quand t'es habitué aux Five Fingers, ça galope. Ouais, bah tu sais quoi, j'en cherche justement des Five Fingers pour la prochaine édition du swimrun qu'on a fait ensemble l'année dernière. Mais ils sont en rupture de stock à Luxembourg. Ils ont que des modèles pour toi en fait, des 46, 47, 48, mais les pointures classiques, ils en ont plus. Donc est-ce que c'est parce que ça a un peu passé de mode et donc du coup maintenant c'est juste réservé aux vrais véritables aficionados, je sais pas, mais en tout cas un peu dur à trouver. Bref, on était là pour parler de minimalisme / maximalisme / entre les deux. Il y avait une question que je t'ai pas posée dans l'épisode du début de semaine, quand tu nous disais que tu as découvert en fait un autre type de chaussure qui t'a amené aussi vers un autre mode de course à pied. On parle souvent de quand on a été un gros talonneur, d'avoir une transition vers le minimalisme. On n'a pas trop parlé de ta transition. Est-ce que très rapidement tu peux nous en parler ? Oui, mais moi la transition, en fait, elle s'est faite en même temps que ma reprise de la course après ma blessure. Donc la transition, normalement, il faudrait alterner, dire je vais faire un bout d'échauffement avec les minimalistes et je vais faire ma séance classique avec mes maximalistes ou chaussures classiques. Et petit à petit, je vais arriver à intégrer de plus en plus de minimalisme dans ma pratique jusqu'au moment où je suis capable de les remplacer. Il y a une erreur que font certains, c'est qu'ils prennent une paire minimaliste, ils vont courir avec, ils se sentent tellement bien dedans qu'ils vont faire 15 bornes et pendant 15 jours, ils marchent plus. Parce que ça tire dans tout, puis ça peut péter, hein. Enfin, les tendons, attention, c'est que ça fait une tension qui est beaucoup plus importante, etc. Donc, normalement, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait faire une alternance, faire par exemple au début 10%, 20%, et puis augmenter petit à petit jusqu'au moment où on est capable de courir minimaliste. Moi, ce qui se trouve chez moi, c'est que mon programme de reprise de la course à pied après ma périostite, c'était marcher 5 minutes, courir 6 fois 1 minute avec une alternance marche-course, et marcher 5 minutes. Donc, je l'ai fait 100% en minimaliste, c'est-à-dire avec mes nouvelles paires de minimalistes, parce que première fois que je suis allé courir 6 fois 1 minute, j'ai mis ma tenue de sport, j'ai mis ma casquette, mon short, mon t-shirt, j'ai dit à ma femme, je vais courir et tout. Je reviens 20 minutes après, elle me dit c'était bien, et je dis j'ai même pas transpiré. C'est...
J'avais pas sué la moindre goutte. J'étais parti comme ça et tout. Je suis rentré, j'ai pris mes affaires. Je dis, elle sent encore la lessive. Je la repose pour demain. Et ça, je courais comme ça 5 fois par semaine. Donc la première semaine, ça a été 5 fois, 6 fois 1 minute. Et le consigne, c'était de dire, si la semaine d'après, c'est 6 fois 2 minutes, si ça fait mal, on revient en arrière, on stabilise, on repart. Et donc en fait, c'était un plan de passage au minimalisme qui était vraiment nickel. Parce que au lieu de péter dans tous les sens, au lieu de partir comme un couillon, là d'un coup, j'étais dans le truc, dire hop, j'ai adapté. Et à la fin, j'étais adapté au minimalisme par le simple fait que après on passe à 3 fois 3 minutes, des 4 fois 3 minutes, des 4 fois 5, 30 minutes, etc. Et donc ma croissance de course s'est faite comme ça. Il y a juste un truc, je le dis quand même, c'est que je disais Thomas Laure Blanchet m'a dit votre prochaine course c'est le marathon c'est la corrida de Saint-Sylvestre et encore doucement. Donc il me voyait fin décembre. J'ai fait quand même au mois de novembre, comme moi j'aime bien le Movember et que c'est une cause qui me tient à cœur. J'avais une course qui était organisée pour le Movember, qui s'appelle la course Tâche à Aubière, pas très loin de la maison, et je l'ai dit, je vais quand même la courir, en fait, et donc ça faisait 5 km, et j'ai dit, je sais pas si je peux courir 5 km, mais ça tombait pile poil dans mon programme le jour où j'avais le droit de courir 30 minutes. Donc je me suis dit, 5 km, 30 minutes, on va voir comment ça se passe, et puis je me suis pris au jeu, on met un petit dossard, hop, tac tac, je partais avec la musique à fond, etc. Je croise un élève de la fac et qui était espoir de rugby à la SM, donc l'un des champions de France et tout. Je tape sur le dos, je dis oh, vous traînez là mon ami. Et je l'ai doublé comme ça, et puis après il m'a pris une dernière dans la dernière ligne droite, il me rattrape et tout, puis il me tape sur l'épaule, il me dit allez on s'accroche, et en fait j'ai fait en bien moins de 25 minutes. 23 minutes même, quelque chose comme ça, et alors que j'étais en pleine reprise et autres, mais j'étais dans le feu quoi. J'ai dit putain c'est cool et tout, j'ai pas mal, je sens que j'ai une nouvelle dynamique, etc. Et ça s'était traduit directement sur sans entraînement. Mon 5 km était le plus rapide peut-être à 20 secondes près de mon meilleur temps de l'époque. Grâce au minimalisme. En fait je pense que il y a pas que le minimalisme qui joue, il y a aussi le fait de s'être reposé, le fait aussi d'avoir fait une reprise progressive. Donc le fait d'arriver très frais avec finalement une montée en charge, mais pourtant j'ai pas fait de VMA, donc j'avais aucune VMA. Donc tout le travail de VMA, etc. n'existait pas, le travail de seuil n'existait pas, donc ce qui veut dire qu'au bout de 2 km, j'étais totalement mort, mais complètement mort. Ce qui m'a fait tenir finalement, c'est de jouer au con avec un étudiant qui a 20 ans de moins que moi et lui dire écoute mon gars, tu traînes, t'es rugbyman professionnel ou presque, et tu traînes sur ce truc, je dis avance quoi. Et c'est d'avoir joué au couillon qui m'a fait tenir. Mais et je voulais pas lâcher. Et puis à la fin, je suis pas très loin derrière lui, mais bon, il aurait pu me mettre une petite peignée s'il avait voulu en plus. Mais à la fin, il me dit je pensais pas que vous couriez si vite, monsieur. Et je dis ouais. Et c'est ça qui. Toi fait non plus, visiblement. Donc il y a pas que le minimalisme. Il y a, je pense, le repos vraiment à jouer. Et puis il y a aussi d'autres trucs qu'on travaillait, c'est que moi après je me suis mis à faire de la musculation des jambes, des squats, je me suis mis à faire des équilibres, de la proprioception, j'ai fait rigoler les gens, mais tous les soirs en me brossant les dents je fais de la proprioception, je fais de l'équilibre sur une jambe pour tenir l'équilibre, etc. Je fais des exercices où je monte sur la pointe des pieds pour faire et je descends petit à petit pour que les mollets ils se mettent en tension. J'ai mis l'autre jour un exercice sur Instagram où je fais faire ça aux gens, il y a des gens qui m'ont dit j'ai voulu le faire 200 fois, tu m'as grillé quoi. Enfin, moi j'avais dit faites-le 200 fois, parce que faire 10 fois une montée comme ça sur la pointe des pieds, redescendre, ça sert à rien. Pour, vous savez le protocole pour les, comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom maintenant, mais pour rapport aux tendinites, pour éviter tout ce qui est tendinite. Stanish, non? Ouais, Stanish. Stanish, il fait monter sur la pointe des pieds, vous voyez, sur une marche, etc. Mais les gens le font 10 fois. En fait, 10 fois, ça sert à rien. Demandez à un kiné, il vous dit non, l'adaptation, elle commence au bout de 100, 120, 130, 140 fois, ils font faire 200 fois. Faites-le 200 fois, vous allez voir comme les mollets, ils vont brûler, quoi. Mais il y a des gens qui écoutent Kilomètre 42, qui l'ont fait, et qui m'ont dit, ah ouais, mais maintenant, je le fais tous les jours. Et ça brûle plus. Donc, j'ai progressé là-dedans. Donc, je sens que mon pied a progressé. Donc, ça, je l'ai fait. La musculation du pied, la proprioception, les équilibres, etc., ça muscle le pied aussi. J'ai un pied qui est beaucoup plus dynamique. Donc, plus vers l'avant aussi. J'ai moins de perte d'énergie. Je pense que j'ai une économie de course qui est supérieure à ce que j'avais à l'époque. Même si honnêtement, mon rêve c'est d'améliorer mon économie de course, mais pour l'instant, elle est largement supérieure à ce que j'avais avant. Et on peut pas dire que c'est que le minimalisme, on peut dire que c'est l'expérience fait que à ce moment-là,
ce qui était une mauvaise nouvelle s'est avéré être une très bonne nouvelle. Et finalement, c'est aussi le minimalisme qui t'a permis de te rendre compte de certaines choses, en tout cas de mieux comprendre ton corps, et donc de pouvoir améliorer différents critères et améliorer ton économie de course. Et oui, parce que je me suis mis à acheter des bouquins. J'ai acheté La foulée minimaliste, La foulée médio-pied, pour les nuls, etc. Enfin, c'est pas pour les nuls, mais c'est le livre. Il y a 2 livres références qui sont dans le domaine. Mais et donc j'ai commencé à regarder un petit peu comment ça se passait. Je me suis dit, tiens, si j'allais faire un stage. Alors, j'ai pas pu faire de stage avec les créateurs du truc, mais je me suis vraiment intéressé au truc. Et si vous écoutez Kilomètre 42, j'explique exactement toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Je suis devenu en fait un espèce de documentaliste de ce que ma pratique sportive, à dire je teste ça, voici ce qui se passe, etc. Et en fait, en plus, ce podcast m'aide beaucoup parce que comme je dois faire des recherches pour le podcast, je teste des trucs, je me dis attends, ça, comment tu fais ça, comment t'as fait ça, pourquoi tu fais ça. J'essaie de leur expliquer, de le comprendre, de comprendre comment ça marche, de comprendre cette histoire de poulaine du pied, pourquoi est-ce que la jambe, il se passe ça. Alors je me dis, il faut que je teste. Puis je teste et je dis, ah, mais c'est vrai que mon pied revient tout seul, en fait, derrière, si je le pose comme ça. Ah ouais, alors attends, c'est ça le dynamisme. Hop, alors il faut que j'arrive à le faire. Et donc, tout ça, en fait, fait que oui, on arrive à progresser. Et puis, moi, je sais, ce qui me manquerait, c'est de faire du travailler les gammes, savoir apprendre à faire des vraies gammes. L'an dernier, au club, on a fait un petit jeu, un petit exercice. Les entraîneurs des gamins, des éducateurs, nous ont fait faire des jeux en disant, regardez les exercices qu'on fait faire aux gamins. Sauter entre des bornes, etc., faire des foulées longues, des sauts, etc. Et il dit, maintenant, vous allez courir après ça. Et c'est vrai que d'un coup, on se rend compte de du transfert de possible d'un exercice de gamme bien fait à de la course. Mais comme moi, je sais pas faire des gammes et je fais que des exercices mal faits, je me rendais pas compte. Et j'ai des coachs qui me disent, ça sert à rien, les gammes. Bah oui, ça sert à rien si on sait pas transférer. Mais si on nous apprend à transférer, si on nous apprend à courir, je pense que ça peut servir à quelque chose. Et c'est ça que je suis en train d'apprendre, moi, en fait. C'est-à-dire que dans ma transition, je suis en train d'apprendre ce qu'un gamin apprend à 10 ans à l'école de course, en fait. Mais moi, je l'apprends à 45 ans. Il n'y a pas d'âge pour apprendre ce genre de choses, de toute façon. Il y a pas d'âge, non, pour apprendre ça. Après, bien sûr que la VMA, on peut pas la faire progresser indéfiniment. Bien sûr que je suis plutôt destiné à courir des courses à un certain rythme, mais des fois, je me prends à rêver. Je me dis, mais quel serait mon temps maximum que je pourrais faire minimum, le meilleur temps que je pourrais faire sur un marathon? Est-ce que je pourrais m'approcher de une limite qui me semble impossible à franchir? Et quand on regarde des gens courir et tout, on se dit potentiellement. Quand je me fais opérer du ménisque, là, le chirurgien il me dit, vous pouvez gagner 20 minutes sur la course. Il me dit, mais changez votre entraînement, arrêtez de faire ça, vous vous épuisez. Typiquement le docteur Denis Boucher, quoi, le genre de discours aussi d'épuisement physique qu'on peut avoir, etc. Donc tout ça, on l'apprend au fur et à mesure. Les étirements, moi j'en faisais pas. Et là, par exemple, parce que d'une part j'ai le ménisque qui a souffert, mais en plus j'ai une syndrome rotulien, donc une usure de la rotule, et qui est due en fait à ma musculature. Il faut que je travaille ma souplesse. Donc ça m'a amené sur d'autres choses. Et cette souplesse, cette minimalisme, cette sensation, etc. Tout ça c'est lié en fait. C'est une espèce de mouvement qui va m'amener aussi yoga, running et yoga, comment on mélange les deux, c'est ce que je fais depuis 1 an. Et tout ça, c'est un espèce d'ensemble, en fait. Cette vision où tu te dis jusqu'où est-ce que je vais pouvoir aller? Est-ce que je vais pouvoir atteindre des trucs qui me paraissent complètement impossibles aujourd'hui? Est-ce que c'est pas quelque chose que tu as déjà vécu un petit peu dans le passé? Ben moi, en fait, c'est vrai que j'ai un critère des limites très fortes qui sont en moi, qui sont inscrites en moi. C'est pour ça que je m'intéresse à la préparation mentale beaucoup, que j'ai tendance à inviter beaucoup de gens qui sont mentalement armés, j'ai envie de dire, contrairement à moi, qui vient je pense que j'étais bridé en fait depuis ma jeunesse sur plein de choses, ou l'éducation, enfin il y a plein de choses comme ça, et on le voit quand on devient papa, quoi. C'est terrible ce qu'on est capable de faire, et inconsciemment. Et donc pendant longtemps, par exemple, je pensais que je pouvais pas courir le marathon. J'avais dit non, mais moi le marathon je peux pas le courir, je cours à peine 10 bornes, je vais pas faire le marathon. Et puis ce jour-là où je vais courir le bord de la mer, c'est un 17 avril, je fais la vidéo tous les jours. 17 avril, on est à Gruissan en vacances au bord de la mer, il y a les chalets, je monte à la tour de Barberousse, qui est une petite tour avec ma marche à monter, je monte à fond, j'arrive en haut, je redescends, je me mets sous un palmier, je me filme, je dis ouais, j'ai 42 ans dans 18 mois, si je cours un marathon. Je me regarde, je dis putain, mais qu'est-ce que tu viens de dire, quoi? Bon, bah écoute, maintenant que t'es au truc, et puis je me dis on va l'oublier, et puis je regarde le marathon de Paris, et puis je me suis inscrit au marathon de Lyon en regardant le marathon de Paris à la télé. Pour l'anecdote,
je m'inscris comme ça, c'est un dimanche matin, tac, 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 je fais le truc, je m'inscris. Et après, on est allé voir l'Ironman à Vichy, avec ma femme. Et après, les autres années, ma femme, elle m'a dit, est-ce que tu veux retourner voir à Vichy l'Ironman et tout? Et je dis non, et tout, écoute, je dis, ça me donnait une idée à la con, et puis je lui ai dit, écoute, moi, l'Ironman, je vais pas le faire. Je veux pas aller sur de l'Ironman parce que, faut que j'apprenne à nager beaucoup mieux, faut que je prenne un vélo, il y a beaucoup d'heures de vélo, etc. Tout Vous voyez tout le discours interne, hein, qui est en train de se persuader que c'est impossible. Et puis je me suis dit merde quoi. Donc mon objectif 2023 c'est l'Ironman de Vichy. Mon objectif 2024 c'est de courir le marathon olympique, alors open, hein, pas le olympique, parce que là il faudrait descendre le marathon en 2h10. Et là, on sait qu'il y a des limites quand même, hein, à mon âge. Même avec des baskets en carbone, tout ce qu'il faut, ça passerait pas. Et quelqu'un me l'a dit, en fait, on connaît pas nos limites. Ma limite, en fait, moi, j'ai considéré que c'était peut-être, ça peut être la vitesse, ça peut être la durée. L'autre jour, j'ai enregistré un épisode de podcast où, en discutant, commence à me dire, tiens, on pourrait peut-être faire un 24 heures en fin de compte. Pourquoi pas courir un 24 heures? Ah ouais, pourquoi pas? Ça me fait de moins en moins peur cette éventualité. Le pire c'est ça, le truc c'est le pire c'est que ça me fait moins peur, mais c'est comme le swimrun, je me sentais pas capable de courir, de faire un swimrun parce que je me dis ouais, courir 9 bornes facile, nager 3 ça me semble c'était 2,5, c'était 2,5. Ouais, 2,5. Mais moi, quand je fais des virages et que je nage pas droit, ça faisait 3 bornes une au résultat. Donc, je me dis, mais en fait, en fin de compte, je l'ai fait. Et en même temps, c'est des objectifs qui ont toujours l'air impossibles. Enfin, je pense qu'il y a personne qui est né en se disant, bah oui, un Ironman, c'est facile, je pourrais le faire. Je pense que tous les triathlètes se sont dit un jour, avant de devenir triathlète, bah, pour moi, c'est quelque chose qui est impossible. Je pense qu'on a tous vu ça comme quelque chose d'impossible. Et pareil pour le marathon d'ailleurs, hein. Il y a pas que l'Ironman, mais ouais. Donc je pense qu'on s'est tous déjà dit ça, et puis jusqu'au jour en fait où on se convainc que non, et c'est comme ça qu'on s'aperçoit aussi un peu du champ du possible. En fait, on se raconte l'histoire quand c'est pas possible, et puis un jour on raconte une histoire en disant et si j'essayais de voir si c'était possible, en fait. Et c'est un peu la devise du copain Nico dans Let's Trail Podcast. C'est si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Ouais. Pour revenir un petit peu justement sur minimalisme / maximalisme ou entre les deux, tu nous as dit rapidement hier, avant que je te coupe parce que je voulais garder le suspense pour l'épisode d'aujourd'hui, que une marque t'avait fait confiance pour tester ses produits et justement t'étais un petit peu surpris de te rendre compte que c'était pas du tout le type de chaussures que tu as l'habitude d'utiliser. Tu peux nous parler un petit peu plus de cette expérience et puis peut-être justement de ta conclusion là-dessus, de ce que tu en as tiré et peut-être de l'ouverture d'esprit que ça va t'apporter. Alors, donc c'est des chaussures en fait, au début je les ai qualifiées de maximalistes. Donc pour moi, elles me paraissaient très maximalistes par rapport à ce que j'ai. Et donc sur le coup, quand je les ai pris, je me suis dit, ça va être dur de courir avec ça. Puis j'ai fait des tests et je me suis rendu compte que finalement, elles apportaient quelque chose qui était différent. Et en même temps, moi j'ai une douleur au ménisque, j'étais opéré du ménisque il y a 2 semaines maintenant, et donc j'ai fait des recherches en fait de savoir d'où ça pouvait venir. Bon, d'où ça vient on sait pas. Comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Il y a en tout cas de l'entraînement et de l'adaptation du pied. Et puis j'ai discuté avec des gens qui ont été opérés du ménisque, des gens qui sont entraîneurs, des gens qui ont fait des courses, etc. Et un jour, quelqu'un m'a dit mais en fait, peut-être le meilleur conseil d'entraînement que tu peux avoir, c'est de varier les chaussures. C'est-à-dire que si tu cours toujours avec la même paire de chaussures, si tu as un petit défaut, tu vas amplifier ce défaut-là. Et si tu cours toujours avec le même modèle, ben forcément que tu vas finir par l'amplifier. Et donc, ce qui était un petit défaut un jour, va devenir un gros défaut, parce que finalement, si ta chaussure a tendance à amplifier le défaut, à amplifier une blessure, tu vas insister dessus. Et donc, la conclusion que j'en ai tirée de cette histoire-là, c'était de me dire que, certes, c'est pas les chaussures sur lesquelles je vais aller en premier comme ça, mais finalement je suis bien dedans quand je cours. Alors elles sont plus raides, mais par contre elles ont un dynamisme qui est intéressant. Il y a peut-être des jours où je me sentirais peut-être musculairement ou je sais pas quoi plus fatigué et peut-être j'aurais envie d'avoir plus de confort. Me dire aussi que il y a des jours où on peut courir avec des minimalistes très dynamiques, des jours on peut courir avec des chaussures un peu plus confortables, parce que c'est aussi quelque chose qui serait intéressant, et qu'un jour on peut courir avec du drop et un jour sans drop, qu'un jour on peut courir très minimaliste et un jour un peu moins minimaliste. Alors de là à dire totalement maximaliste, ça c'est autre chose.
Je pense qu'il faut garder quand même une certaine limite dans l'histoire, mais que varier entre différentes paires de chaussures, différentes approches du minimalisme, différentes même de drop, différentes semelles, différentes formes de chaussures, peut être un truc qui est intéressant. Et que dans ma reprise après ma pause méniscale, on va dire, ma lésion du ménisque et l'opération, et ma reprise se fera sur cette variété de chaussures, en fait, de dire et ce que je faisais à une époque, en fait, sur le trail par exemple, avant de courir en drop 0, je courais avec on peut le dire, de la Decathlon, de la Kalenji, pas classique, mais le modèle haut de gamme, qui avait du drop de 8 ou 10. Et en fait, je les trouve très très raides, mais j'ai fait je sais pas combien de dizaines, de centaines de kilomètres avec celle-là. Et au bout d'un moment, je trouvais que c'était pas les chaussures les plus adaptées. Je suis passé de ça à la Five Fingers minimaliste. Donc là, oui, normal. Voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tu vas trouver un juste milieu pour faire 30 bornes en courant dans des chemins. Peut-être tu peux trouver un juste milieu. 14 bornes en Five Fingers, oui. 20, oui. 30, ça commence à tirer. Monter au-dessus. Si je voulais faire de l'ultra, 60-70 bornes. En Five Fingers, je suis pas certain de les passer systématiquement au départ. En tout cas, au départ. Donc l'idée c'est plutôt de dire il faut faire des variations et que cette variation c'est de dire un jour je peux courir très minimaliste, un jour je peux courir plus maximaliste à mon approche à moi, mais attention c'est que je pense que ce que moi je qualifie de maximaliste peut être considéré comme assez minimaliste pour d'autres personnes en fait tout simplement. Après soyons honnêtes, l'Ultra Boost Adidas c'est une chaussure grand public, c'est pas une chaussure elle a un très gros amorti, elle a un gros dynamisme qui est assez intéressant, etc. Mais c'est pas une chaussure maximaliste au sens où, comme je disais, l'avant de la semelle, il est pas épais, il est comme sur une chaussure, comme sur mes Altra, etc. Donc en tant que tel, par contre, c'est sûr que par rapport à des sandales qui ont 4 mm de semelle, ou des Five Fingers qui en ont 3 ou 4, voilà, il y a un écart qui est important. Donc pour moi, le maximalisme, ça sera vraiment, je pense, la paire la plus maximaliste vers laquelle je vais aller. Par contre, il y a plein de paires, y compris chez Adidas, chez Nike, etc. Je pense qu'il y a qu'une marque qui pour l'instant me va pas trop, c'est ASICS, parce que ils ont des cales, et par rapport à mon pied, c'est pas du tout bien fait en fait. Mais je m'interdis pas de changer de marque, d'aller voir d'autres marques, etc. Il y a plein de marques qui me tentent maintenant en fait. Au lieu de m'enfermer. Et finalement, le fait d'avoir plusieurs types de chaussures, en tout cas de varier les types de chaussures, ça va aussi dépendre du type de sortie finalement qu'on va faire. Typiquement, tu vas faire du fragmenté sur piste ou bien du trail ou même des sorties un petit peu plus longues le dimanche. Forcément, tu auras peut-être besoin d'un type de chaussures différent, quoi. Mais exactement. C'est-à-dire que, par exemple, moi on m'avait dit mes escalantes, tu feras pas le marathon avec. C'est pas possible. Déjà, moi je suis un coureur trop lourd. Si on prend les fiches produits, je suis un coureur trop lourd. Donc moi j'ai pu les prendre, mais après sur piste, par exemple, je sais qu'il y a un modèle qui me fait de l'œil, et qui est encore chez Altra, mais qui est la Vanish XC, donc qui est plutôt une piste cross-country en fait. Si la saison de cross avait eu lieu cette année, je me serais acheté ça. En plus, elles sont belles, etc. Et en minimalisme, on a une semelle qui est extrêmement fine. Et le gars au magasin m'a dit, oui, mais tu peux faire de la piste avec, parce qu'elles ont des petites pointes, toutes petites pointes. Donc, par exemple, je pourrais faire ça. Donc, ce qui veut dire que l'échauffement, je peux le faire avec des chaussures plus confortables. Je peux faire la partie séance sur piste avec des minimalistes. Et puis ensuite, la partie récup derrière, les 20-30 minutes de footing, je peux reprendre une paire qui est plus confortable. Parce que ça correspond aussi au type de pratique. Et ça, je me l'autorise. Alors que j'avais une tendance à ne pas me l'autoriser et à me dire, ah, mais non, je suis minimaliste. Comme ceux qui ne courent qu'en sandales, comme ceux qui vont courir qu'en Five Fingers, que ceux qui vont courir que pieds nus. Moi, par exemple, il y a des marques, Vevo, par exemple, qui est suisse, etc., qui est minimaliste, me tente bien, en me disant, ils ont une autre approche encore. Par exemple, sur Swimrun, etc. Et le fait de varier comme ça, par exemple, ma paire de trail, je la trouve plus confortable que ma paire de route, mais des fois, je vais sur les chemins avec ma paire de route. Parce que j'ai envie de ce contact du sol, qui est plus important que sur ma paire de trail, qui a une grosse semelle Vibram, qui est quand même rigidifie la chaussure. Alors, juste peut-être pour terminer, il y a souvent cette expression qui est revenue chez toi, c'est de dire, des fois tu as envie de courir en minimalisme, en ultra minimaliste, et puis des fois tu as envie d'un peu plus de confort. Est-ce que ça voudrait dire que pour toi, les chaussures, plus elles sont minimalistes et moins elles sont confortables ? Ou est-ce que tu associes peut-être le confort à l'amorti, à la taille de la semelle, ce genre de choses? Alors en fait, il y a plusieurs degrés de confort. C'est-à-dire que maintenant que musculairement je suis adapté au minimalisme, le confort d'aller courir 40 bornes en chaussures plus minimalistes, c'est pas un problème de confort musculaire ou quoi que ce soit, de dire il me faut de l'amorti important.
En revanche, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que quand c'est de la caillasse, qu'il y a beaucoup de cailloux sur des chemins, l'effort à faire avec certaines chaussures minimalistes est très important. Je disais que je vais en vacances à Gruissant. À Gruissant, il y a un gros massif derrière, montagneux. Enfin, il y a un peu de dénivelé quand même. Hein. Si vous regardez mes pistes Strava, vous voyez que quand je fais 21 bornes là-bas, je fais un peu de dénivelé quand même. C'est que de la caillasse dans les vignes. Mais que de la caillasse. J'ai fait une sortie en Five Fingers dessus, quoi. Une sortie. J'en suis sorti, mais mâché totalement. J'avais mal aux pieds parce que plus savoir où poser le pied, vraiment, par rapport aux accroches, etc., ça devenait pas confortable à ce sens-là. Ce que je dis aussi, c'est que des fois, sur des chemins, je découvre qu'il y a un caillou qui est en plein milieu du chemin, quand je pars en Five Fingers dessus. Et un jour, j'ai posé le pied sur un caillou, j'ai regardé, je dis, mais bordel, qui c'est qui a foutu ce caillou au milieu du chemin? Je passe tous les jours là, d'habitude. Et je regarde, et en fait, il est dans la roche, quoi. C'est un gros rocher. C'est juste que, sur une chaussure qui a pas de semelle, qui a 4 mm de semelle, quand vous passez sur un caillou qui est un peu pointu, quand tu tapes dessus, tu le sens, quoi. Tu le sens passer. Tu le fais avec une chaussure de route classique, tu le sens pas. Tu le fais avec une chaussure de trail, tu le sens pas du tout. Tu le fais avec une chaussure maximaliste, tu sens rien du tout des cailloux dessous. Donc, le confort, il est plutôt dans cette sensation de se dire, il y a des jours quand même, ça va demander beaucoup plus d'attention de savoir où on va poser les pieds. Beaucoup plus d'attention de dire, punaise, dans les descentes, si je fais la descente par exemple en Five Fingers, je sais que ça va tirer fort sur les quadriceps parce que je peux pas talonner. Alors que si je fais avec mes trails, je pourrais talonner, mettre plus tranquille dans certains trucs. Après, par contre, par moi, tu me mets sur de la route, je trouverais que mes minimalistes, c'est des chaussons, quoi. Je suis dans des chaussons. Pour moi, c'est des chaussons. Et en plus, je vais te dire un truc, c'est que depuis pas mal de temps, je cours avec des chaussettes à doigts aussi. Alors, pas dans mes Five Fingers, parce que je cours pieds nus dans mes Five Fingers, mais dans mes trails et dans mes chaussures route, maintenant, je cours avec souvent des chaussures à doigts, des Injinji, là, qui ont des petits doigts. Des chaussettes à doigts. Ouais. Et je trouve ça d'un confort encore plus important, parce que les chaussettes qu'on achète dans le commerce, surtout sur certaines marques en trail et même en route, elles ont une tendance à serrer le pied, ils mettent de la technologie dedans pour serrer le pied. Et c'est l'inverse de ce qui se passe chez Altra ou chez Five Fingers, où on fait tout pour avoir le pied au large. Et donc, en mettant des chaussettes à doigts, on retrouve cette largeur, en fait. Et même à la maison, j'ai des chaussettes de yoga à doigts, là, et tout. Et là, c'est vraiment mon truc. Moi, je suis toute l'année en tongs à la maison. Et, sauf l'hiver où je mets mes chaussettes à doigts dans mes tongs, un peu à la japonaise. Mais en fait, il y a des chaussettes, maintenant, je découvre qu'en fait, je suis pas à l'aise parce qu'elles serrent trop le pied. Parce qu'elles avaient une tenue. Et ben, ces chaussettes-là, quand j'ai commencé le trail, je les mettais parce que ça me rassurait sur ma cheville. Ça me rassurait sur ma tenue du pied. Je me suis dit, il me faut des chaussettes qui tiennent le pied, il me faut des chaussures qui tiennent le pied et tout. Je me suis jamais fait une entorse. Et a priori, mes kinés m'ont dit, si un jour vous faites une entorse de la cheville, faudra quand même y aller super fort parce que elles sont fortes, renforcées, etc. Et ça veut dire que ce travail de pied, de renforcement du pied, de cheville, de mollet, de tout ça aussi, et ben quelque part, il me permet aussi d'envisager de courir différemment. D'envisager des paires que je ne pouvais pas envisager à une époque. Mais que quelqu'un qui débute, il va me dire, mais t'es dingue, quoi. Attends, tu veux me faire courir sur ta montagne là-haut, avec ton truc, comme ça, là? Parce que là où je passe, moi, je cours sur certains rochers dans des descentes avec ma paire de route. Je sais qu'il y a 3 ans, je l'aurais pas fait. C'était pas possible. Faire le swimrun avec les grosses caillasses. Tu te rappelles, Hermano, quand on a regardé la montagne en face, tu m'as dit, j'ai failli te dire de prendre tes chaussures de trail classiques. Tu te rappelles de ces discussions qu'on a? Oui, je me souviens. Qui étaient enregistrées. Et j'ai dit, non, mais ça va passer. Et c'est passé, tu vois, dans les descentes et tout, il y a des caillasses, etc. Mais 3 ans avant, tu me disais que j'allais faire ça avec rien sous le pied. Je t'aurais dit, mais laisse-moi dans mon canapé devant Netflix, quoi. Bon, bah écoute, je pense que c'est une très bonne conclusion pour l'épisode du jour. Bertrand, merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation. Peut-être une nouvelle fois, juste avant de te laisser partir, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux ou sur tes podcasts si on veut en savoir plus? Alors, Instagram, vous cherchez Bertrand Soulier, c'est moi. Parce que finalement, c'est là que j'ai pris mon nom. Bertrand Soulier partout sur les réseaux, Twitter, Instagram, partout. Les podcasts, Kilomètre 42, Sport et Nutrition, La Vie Créative, vous cherchez, sinon vous cherchez Bertrand Soulier sur les plateformes de podcast, vous allez me retrouver. Et puis sinon bertrandsoulier.com, c'est mon blog perso, et il y a tous les liens vers tous les trucs à droite, à gauche. Et puis je crois que j'en ai pas oublié, mais si j'en ai oublié, de toute façon, vous mettrez bien un petit lien quelque part.
Hein? Tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup Bertrand. Olivier, merci d'avoir tenu la parole à notre ami Bertrand cette semaine. Et puis bah, je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bertrand, à bientôt pour les épisodes de ton podcast. Et à bientôt et merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait bien plaisir de parler de ce sujet-là avec vous. Un grand merci à toi Bertrand. Super discussion, super intéressante. Et Hermano, à lundi. À lundi, ciao. Salut. Ciao. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_3 sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.